Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc merci à Laurent de nous avoir rappelé le cadre conceptuel de l'approche système. Et dans ce contexte-là, on va commencer par la première question, essayer d'aborder la question de la gestion des sols, en rappelant les grands enjeux, les problématiques liées à ce sujet, et en vous présentant les principaux leviers techniques qu'on étudie à Blanquefort pour essayer de contribuer à cette transition agroécologique de la viticulture. Donc les enjeux, les problématiques, le premier, il a dû échapper à personne, la suppression des herbicides. Alors, par rapport aux problématiques de pollution des eaux à l'origine, un problème de fond, et puis la pression médiatique, la pression sociétale qui est grandissante, notamment par rapport au renouvellement du glyphosate, donc qui a été reconduit pour 5 ans. Alors voilà, ça nous donne un peu un cap, se dire, voilà, essayer comment sortir, comment se passer les herbicides d'ici 5 ans. Alors, il faut se passer des herbicides, mais en même temps, pour les viticulteurs, il s'agit de sécuriser les rendements avec, là, en ce qui concerne le sol, de grandes questions qui restent encore à défricher, à étudier. C'est les liens entre la qualité biologique des sols, l'état de dégradation des sols viticoles et l'élaboration du rendement. Donc ça, c'est un point qui fait partie des priorités du plan national de lutte contre les dépérissements de la vigne. Donc on supprime les herbicides, on maîtrise les rendements, mais tout ça aussi en sécurisant les coûts de production, parce que c'est la garantie de pérenniser l'économie, la viabilité des exploitations viticoles. Et puis on peut citer un quatrième enjeu qui est plus difficilement palpable pour les viticulteurs, c'est la préservation de la biodiversité, avec derrière des objectifs de maximiser les régulations biologiques, d'améliorer la résilience des agrosystèmes. Donc ça, finalement, c'est une façon de jouer sur les équilibres en amont et qui peuvent, d'une certaine manière, contribuer aussi à une réduction en aval de l'utilisation des produits phyto. Donc si on reprend par le point clé, l'utilisation des herbicides, on a la chance dans les vignobles, les principaux vignobles de Nouvelle-Aquitaine d'être assez avancés sur la réduction des phytos. On a quasiment plus d'utilisation limitée, d'utilisation entre les rangs, sauf quelques cas marginaux. Mais par contre, on a une majorité de parcelles où les herbicides sont encore utilisés sous les rangs, donc environ 80% des parcelles. Alors on se dit, il n'y a plus que ça comme effort à faire, mais malgré tout, ça reste un frein majeur, notamment par rapport aux conversions en agriculture biologique. Alors, les solutions, les alternatives aux herbicides sous les rangs, on commence à bien les connaître, elles sont utilisées depuis plusieurs années. C'est du travail du sol, c'est des solutions aussi de tonte intercept, d'enherbement qui existent. Il y a eu beaucoup de projets d'études là-dessus. Et on se rend compte en fait qu'on les connaît, mais malgré tout, la transition reste très difficile à opérer. Parce que si on se place dans une logique de simple substitution de l'utilisation d'herbicides sous le rang à une alternative, on va avoir des impacts agronomiques et ou économiques qui vont être difficilement soutenables par les viticulteurs, donc qui sont liés à des aspects agronomiques, les blessures des pieds, les baisses de vigueur, les baisses de rendement, des aspects plus économiques sur des investissements de matériel spécifique, l'augmentation du nombre de passages, des temps de travaux, la réorganisation du travail pour gérer les pics d'activité. Donc si on fait une simple substitution, généralement on va dans le mur. Donc ce qu'ont montré les derniers essais, c'est notamment aussi ce qui est ressorti des démarches d'approche système, de l'évolution de l'expérimentation, c'est qu'il faut repenser le système dans sa globalité, et en ce qui concerne la gestion des sols, donc l'itinéraire technique de gestion des sols dans sa globalité, et se dire, voilà, on modifie sous le rang, comment est-ce qu'on va compenser ça dans l'interrang avec d'autres modifications de pratique pour rééquilibrer le système. Donc ça passe des grands axes, des questions sur la gestion des couverts végétaux entre les rangs, qu'ils soient naturels ou semés à ce qu'on appelle les engrais verts, des stratégies globales de restauration, d'entretien de la fertilité, l'état organique, l'état calcique des sols qui sont des piliers de la fertilité, résoudre les problèmes de compaction qui font perdre de la porosité, des problèmes localement d'hydromorphie, et puis une réflexion sur l'aspect machinisme, matériel, sur les travaux combinés. Donc dans cette optique, voilà, on va vous présenter quelques grands axes de travail sur lesquels on a pu avancer. Donc une première partie sur le travail du sol sous le rang, une présentation des différentes stratégies. Maxime, excuse-moi, parle bien dans le micro parce qu'après pour la retransmission, ce sera difficile. Donc premier axe, voilà, sur le travail du sol sous les rangs, sur l'aspect stratégie, combinaison d'outils les plus pertinentes. Une deuxième partie sur la gestion des couverts végétaux interrangs, avec une partie sur les couverts naturels et une partie sur les couverts semés. Et puis je reprendrai la main sur la fin sur quelques enjeux et perspectives autour de l'approche agrosystème. Merci Maxime. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc on va aborder la partie travail du sol. Donc avant toute chose, on va
Refaire un petit tour rapide des grandes familles d'outils. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs familles, 3 majoritaires, donc des outils dits de butage, utilisés généralement pour couvrir des adventices ou limiter la destruction d'un système racinaire pouvant être superficiel. Une deuxième famille dédiée en fin de compte à remettre les sols à plat à l'issue de butage. Donc on connaît très bien les outils type décavaillonneuse. On peut intervenir avec des outils type rotatif. C'est des outils qui ont un fort impact sur les adventices, mais avec des contraintes en termes de débit de chantier et d'aménagement de la parcelle. Troisième famille, des outils dits d'entretien. Donc ça, c'est des outils qui réalisent des travaux relativement superficiels, intéressants lorsqu'on en a des développements racinaires en surface. Et on trouve de plus en plus de nouveaux outils. Là, vous avez un disque émoteur sur la partie droite, une nouvelle bineuse au centre. C'est de nouvelles alternatives en termes d'entretien du sol. Alors, lorsque l'on parle de stratégie, il faut prendre en compte deux grandes stratégies. La première, celle qui est présentée là, c'est une stratégie plutôt orientée sur des sols à tendance argileuse qui va nécessiter en fin de compte un butage après vendange. À l'issue de ce butage, plusieurs possibilités. Soit j'interviens sur un itinéraire traditionnel type 4 façons que vous avez sur la partie haute, où je vais alterner des mouvements, des brassages de terre importants avec des butages et des décavaillonnages. Ou bien je peux intervenir avec des outils de type lame ou disque qui permettent de réaliser des travaux nettement plus superficiels. Donc ce choix de stratégie va dépendre du matériel disponible et du développement des adventices. Lorsque l'on s'oriente sur ce genre de stratégie, il faut garder à l'idée que l'on peut très bien passer d'une stratégie à l'autre. Ce n'est pas parce que je me suis orienté sur une stratégie type 4 façons que je ne peux pas rebasculer sur un itinéraire plutôt type travail superficiel. Si je vois qu'en cours de saison, on a des conditions climatiques qui limitent le développement des adventices, on va peut-être limiter les brassages de terre et faire un travail plus superficiel. C'est aussi le cas dans d'autres systèmes où je suis plutôt parti sur un itinéraire de travail superficiel. Des accumulations de pluie, un développement d'adventices un peu important, c'est pas la peine que je m'acharne avec une lame. Je réalise un butage, je laisse passer, se ressuyer les sols et j'interviendrai avec une déca par la suite. Et dessous, donc j'ai présenté des itinéraires un petit peu atypiques qui débarquent aujourd'hui dans nos parcelles où on essaie de travailler avec un système de disque. L'intérêt de pouvoir réaliser un travail intermédiaire entre la lame et la charrue décavaillonneuse. Donc voilà pour quelques exemples de stratégies plutôt orientées donc sur des sols un peu lourds, argileux. Deuxième exemple de stratégie qui sera plutôt orienté sur des sols beaucoup plus filtrants, plus légers, ou alors sur des parcelles pouvant être soumises à des problématiques d'érosion. Où là on va essayer de conserver un enherbement durant la période hivernale, voilà, et intervenir en sortie d'hiver. On va essayer d'intervenir relativement tôt, dès que les sols vont être suffisamment ressuyés, et on va essayer de suivre un petit peu la même logique qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire on commence déjà à projeter un volume de terre plus ou moins important. Ça va dépendre du volume d'adventice que j'ai à couvrir sous le rang. Et ensuite, comme on a pu le voir précédemment, je vais mixer, pas hésiter en fin de compte à mixer les techniques, les pratiques culturales. Voilà. Dans un sens, dans l'autre, on est vraiment ouvert, il ne faut pas vraiment se focaliser sur une stratégie, on va essayer de s'adapter à l'effet millésime. Donc voilà très rapidement pour la partie travail du sol. Donc malheureusement, ce que l'on a pu voir, c'est qu'il n'y a pas d'outils magiques. Voilà. Il va falloir que l'on conserve de nombreuses familles d'outils sous nos bâtiments. L'intervention précoce en sortie d'hiver est primordiale. Voilà. Il vaut mieux intervenir sur des adventices au stade plantule plutôt que de vouloir absolument laisser se développer découvert sous le rang et d'être obligé d'intervenir avec des outils à fort impact type outils rotatifs ou charrues décavaillonneuses. Les itinéraires ne sont pas figés. Ce que je mets en place cette année, je vais peut-être être obligé de le moduler l'année prochaine. Et même au cours du millésime, je vais être obligé en fin de compte de moduler mes pratiques suite à des accidents climatiques ou autres. Et enfin, on s'en rend compte de plus en plus, c'est qu'à l'image de ce que l'on a connu lorsque l'on a dû mécaniser la récolte, aujourd'hui, il va falloir vraiment réadapter nos vignes, voilà, notre parcellaire, pour pouvoir en fin de compte rendre le désherbage mécanique efficace, mécanisable et envisageable sur l'ensemble de nos parcelles. Aussi un petit mot là vis-à-vis donc de la transition. Voilà. On a un effet d'annonce vis-à-vis de la suppression du glyphosate. Il faut profiter de ce pas de temps
pour commencer déjà à pratiquer sur des éléments relativement restreints, sur des surfaces relativement faciles à travailler, hein, parce que le désherbage mécanique est extrêmement contraignant, demande du temps, des investissements, et on ne peut pas se permettre du jour au lendemain de vouloir passer l'intégralité de la propriété sans herbicide. Donc voilà pour une partie très rapide sur le travail du sol. Je laisse la suite à Lorlaï. Bonjour, donc je prends le relais. Donc Lorlaï Cazenave. Et donc Loïc, mon collègue, vous a parlé de la partie gestion sous le rang de vigne, et moi je vais m'intéresser plus à la gestion dans l'interrang avec les couverts végétaux. Donc, ouais, c'est bon. Voilà. Je crois qu'il y a un problème de, Non, de il faut que tu démarrage. mettes bien le micro. Donc oui, donc on va s'intéresser à la thématique sur les couverts végétaux. Donc par rapport à ça, deux principaux leviers agronomiques pour la réduction des intrants herbicides. Donc le premier, gestion extensive donc, des couverts naturels, et le second, implantation des couverts semés hivernaux. Et donc c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc au niveau des couverts naturels, donc déjà, quelle diversité par rapport à ça, donc il y a une étude qu'on a menée au sein de la Chambre d'agriculture et qui a été financée par le CIVB entre 2014 et 2017, où on a fait l'inventaire de la flore des vignes en Gironde. Donc pour ce faire, on avait un dispositif de 101 parcelles, donc c'est plus de 921 relevés floristiques qui ont été réalisés, et donc on a pu identifier 240 espèces différentes de flore dans nos vignes en Gironde. Au niveau de la répartition des espèces, donc on a pu identifier des espèces qu'on nomme de spécialistes. Donc c'est 177 espèces sur les 240. Et celles-ci, donc, elles apparaissent de façon anecdotique sur les inventaires floristiques. On les retrouve sur moins de 10% des inventaires. Donc c'est cette partie du graphique. Et à l'inverse, on va avoir des espèces qu'on retrouve de façon récurrente sur nos relevés floristiques. Donc ce sont les espèces généralistes. Et ces espèces généralistes, il y en a 6 qui se partagent donc le bout du tableau et qu'on retrouve sur plus de 50% de nos relevés floristiques. Donc je vous les présenterai en suivant. Donc si on fait un petit tour un peu de la diversité floristique que l'on a dans nos vignes, donc on a déjà des espèces rares et protégées qui sont vraiment emblématiques des milieux viticoles. Donc on a des orchidées, l'orchidée pyramidale, l'orchidée pourpre, le coquelicot, les anémones avec l'anémone coronaire, et puis également l'emblème de la journée, l'anémone écarlate. Et donc on retrouve après le gaget, le souci des champs et également l'alchimie des champs. Donc ça, c'était les espèces rares, donc celles qu'on apprécie voir dans nos vignobles. Et à l'inverse, eh bien, on a les espèces problématiques, donc surtout pour les viticulteurs. Hein. Donc problématiques pourquoi ? Parce qu'elles sont envahissantes et ou concurrentielles. Et donc là, on va retrouver une bonne famille de graminées déjà. Donc l'agrostis stolonifère, le chien dent pied de poule, les lolium, donc ce sont les raies gras anglais et italiens, et également la fétuque élevée. Et puis après, on a quelques dicotes aussi, au passage, donc le liseron des champs, la marante réfléchie et les régirons du Canada, sachant que ces deux-là sont également des plantes exotiques, donc pas natives de France. Voilà. Donc ça, c'était pour les espèces problématiques. Donc après ce petit rapide tour d'horizon des espèces floristiques qui peuplent nos enherbements naturels, on a essayé de faire le lien avec les pratiques viticoles de nos viticulteurs. Et donc ça, c'est une petite photo qui traduit l'impact des pratiques sur la flore. Donc là, c'est une vigne qui a été retirée. Donc on voit bien la structuration des rangs et des interrangs en lien avec les pratiques. Et donc si on va un peu plus loin sur l'impact des pratiques, donc on a aussi l'impact des produits herbicides. Donc déjà, on a des phénomènes connus d'inversion de flore. Hein. Et donc ces traitements herbicides vont générer une flore composée d'espèces annuelles à cycle court qui sont potentiellement assez concurrentielles. Et on va retrouver par exemple le géranium disséqué ou encore le senson vulgaire. Donc toujours pour continuer sur l'impact des pratiques, donc le travail mécanique du sol. Donc là de la même manière, ça va sélectionner une flore. Donc là ça va être les espèces annuelles plutôt à cycle long qui sont pas trop concurrentielles. Donc là on a une petite graminée, le Mibora minima, qu'on trouve aussi sur des sols sableux, et également la matricaire camomille. Et donc dernier point au niveau de l'impact des pratiques sur cette flore, ça va être les tontes, donc qui concernent nos interrants enherbés. Et donc ces tontes, quand elles sont régulières et rases, elles ont tendance à privilégier les espèces vivaces, donc qui ont un cycle de reproduction sur plusieurs années.
qui se reproduisent également par voie végétative, donc des stolons ou des rhizomes, comme explicité sur ce petit schéma. Et on retrouve aussi des espèces avec un port plutôt gazonnant et des espèces à rosette. Donc on a le plantain lancéolé qu'on trouve ici, le pissenlit, la grosse tige stolonifère et également la pâquerette et la porcelle enracinée. Et ces espèces-là, elles font également, c'est celles qui font partie du top 6, donc des espèces qu'on retrouve le plus dans nos fleurs de nos parcelles de vignes. Donc en conclusion sur cette partie couvert naturel, donc l'objectif c'est d'aller plus vers une gestion extensive de ces enherbements naturels. Donc l'objectif c'est d'arriver à une moindre concurrence de ces couverts avec plus de diversité. Les leviers techniques qu'on a à notre disposition, effectivement c'est déjà limiter le nombre de tontes à l'année, passer peut-être à une gestion avec 1 à 2 tontes, des tontes ciblées dans le temps, plus tardives donc. L'idée c'est d'attendre que la majeure partie des adventices qui peuplent vos enherbements aient réalisé leur reproduction, puisque par la suite, pour leur développement, elles seront moins concurrentielles. Également viser des tontes moins rases pour limiter l'évapotranspiration potentielle du sol. Et dernier point, renouveler le couvert, le rajeunir régulièrement tous les 3 à 5 ans par un passage de disque et un passage de griffe. Donc l'idée c'est d'éviter l'emmoquettement et la formation donc, de couverts sur les 10 premiers centimètres qui sont assez imperméables et très concurrentiels puisque exclusivement composés d'espèces vivaces. Et donc les freins, les limites par rapport au développement de ces enherbements naturels, là on a une très belle photo. C'est aujourd'hui le fait qu'on aime quand même voir nos vignes avec des enherbements semés, des enherbements naturels tondus de façon assez rase. Donc il faut accepter d'avoir plus d'herbes. Et donc deuxième partie, les couverts semés hivernaux, les engrais verts, donc choix des espèces, implantation des couverts. Donc les engrais verts, ce sont des espèces annuelles, donc temporaires, qu'on sème avant ou après vendange et qu'on va détruire au printemps. Et donc là on a 3 petits exemples avec des espèces différentes. Donc c'est semé dans les interrants de vignes. Et donc les engrais verts, c'est une culture de service parce qu'elle n'est pas exportée de la parcelle, elle est laissée sur place, pour apporter des bénéfices au niveau des sols. Donc quels sont les impacts positifs de cette pratique ? Déjà, ça protège les sols pendant la période hivernale, ça limite les phénomènes de compaction, de battance, d'érosion et de lessivage. Ça restaure la fertilité des stocks en apportant de la matière organique au sol, ce qui va stimuler l'activité biologique, mais également apporter des éléments minéraux nutritifs pour la vigne. Et donc, dernier point, ça maîtrise aussi les adventices, déjà par effet de concurrence aérienne, et ensuite parce que y a certaines espèces, comme les céréales, qui ont des effets allélopathiques, et un effet mush, donc après destruction du couvert. Donc, les engrais verts, quelles espèces ? Donc, 3 grandes familles, les graminées, les crucifères, les légumineuses. Donc, ici, 3 petites photos pour les représenter. Donc, avoine, moutarde et trèfle blanc. Donc ça permet les graminées, structuration du sol en surface avec un chevelu racinaire fasciculé. Ça permet d'apporter de la matière organique riche en lignine, en cellulose, donc humifère. Les crucifères ensuite, donc elles ont vraiment un système racinaire pivotant qui structure le sol en profondeur. Ça permet d'apporter du soufre, de mobiliser le soufre du sol et de le remettre à disposition en surface, ce qui peut limiter les pH sur des sols qui sont à tendance basique. Et dernière famille, les légumineuses. Donc ces légumineuses, elles ont vraiment un rôle majeur. Elles vont structurer déjà le sol en profondeur. Et en plus, c'est la seule espèce qui est capable de capter l'azote atmosphérique et de la mettre à disposition dans les sols pour la culture de la vigne. Et puis donc, critères de choix pour terminer cette partie sur les engrais verts, pour ma part. Donc déjà les problématiques agronomiques. Donc si on observe des baisses de vigueur, des problèmes de rendement, des carences, on va plus s'orienter vers des espèces légumineuses qui vont capter cet azote atmosphérique pour la mettre à disposition de la vigne. Également en fonction du type de sol, donc déjà d'une part parce que toutes les espèces ne poussent pas sur tous les types de sols, et d'autre part parce qu'en fonction des problématiques de sol qu'on rencontre, il y a des espèces qui sont plus indiquées que d'autres pour y répondre. Donc par exemple les sols compactés, on va privilégier l'avoine, l'orge, le triticale, donc ce sont des céréales. Sur les sols acides, ce qui va bien s'y développer, ça va être le trèfle ou encore le seigle. Et sur des sols calcaires, on va retrouver la luzerne, la moutarde. Et donc sol calcaire, on va privilégier les espèces crucifères qui vont diminuer un peu les pH.
Et dernier point clé, donc le coût et les circuits d'approvisionnement, parce que toutes les espèces n'ont pas le même coût, et puis d'autre part, on ne trouve pas toutes les espèces partout, malheureusement, encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Loïc qui va finaliser cette partie sur les engrais verts. Donc, lorsque l'on parle d'engrais verts, forcément, il faut aborder la partie implantation, semis. Donc, il faut garder à l'esprit que le semis se résulte en 3 étapes clés qui sont indispensables à la réussite du semis. La première, donc la préparation de sol, le lit de semence. L'intérêt étant de produire une zone relativement émiettée sur une faible profondeur pour favoriser, faciliter le développement de la semence. Donc, différentes techniques pourront être utilisées. Voilà. Les facteurs limitants, ce que l'on connaît aujourd'hui, que l'on rencontre surtout lors des premières mises en culture, c'est souvent des sols tassés, compactés, des sols battants phénomène de battant sur des sols limoneux, ou alors, comme l'a évoqué Lorlaï, des couverts végétaux naturels qui ne sont pas renouvelés régulièrement et on se retrouve avec un volume racinaire très important. Donc à ce moment-là, il va falloir peut-être anticiper et se dire que mes préparations de sol, je ne vais pas les faire la veille du semis, juste après vendange, mais je vais peut-être me projeter un petit peu en avant et en cours de saison, commencer déjà à détruire un petit peu mon enherbement pour limiter en fin de compte les préparations de sol et faciliter la réalisation de ce lit de semence. Deuxième point, donc le semis le semis en lui-même, c'est simplement positionner les graines de manière homogène en surface, voilà, et de les recouvrir, voilà, très légèrement pour favoriser la germination et éviter la prédation. Les facteurs limitants que l'on rencontre aujourd'hui avec nos équipements, c'est les mélanges de graines de tailles diverses et variées qui peuvent être contraignants et des équipements qui pour l'instant ne sont pas suffisamment optimisés. On a souvent des semoirs équipés d'une monotrémie, d'un simple distributeur, et donc il faut faire le choix entre un mélange grossier. On ne pourra pas aller en avant en termes de précision de quantité hectare de dosage. Donc les leviers, comme vous pouvez le voir sur cette photo, voilà, c'est partir en fin de compte sur un concept où je souhaite optimiser mon implantation de couvert. Donc je vais choisir 2 distributeurs pour être de manière plus précise sur les implantations, sur les densités hectares, et aussi pouvoir gérer des profondeurs d'implantation différentes. Troisième étape clé, le roulage. Voilà, on a préparé nos sols, on a épandu nos graines en surface, et on peut négliger et avoir des problématiques de levée parce que je n'ai pas pris le temps de faire un roulage, de remettre en contact mes semences avec le sol de manière optimisée. Donc souvent on rencontre ça puisque le matériel combiné ne dispose pas d'un rouleau adapté. Je pense aux herses rotatives qui sont transformées en combinés de semoirs qui disposent à l'arrière d'un rouleau cache qui lui est fait uniquement pour contrôler la profondeur de l'outil, et non pas pour appuyer le sol. Donc lorsque l'on va essayer d'avoir porté une réflexion sur le matériel nécessaire, il va falloir apporter un point particulier sur le choix du rouleau. Donc là vous avez 2 exemples. Voilà. Un rouleau de type Cultipacker sur la photo de gauche et un rouleau issu de la grande culture. C'est des rouleaux pneumatiques qui évitent les phénomènes de collage que l'on peut avoir. Donc voilà en fin de compte les 3 étapes clés à ne pas négliger, surtout les premières années. Et je vais finir par 3 exemples de semoirs. Donc là, vous avez de vous présenter un semoir de semis direct, voilà, adapté pour les vignes larges. Donc là, le viticulteur a choisi d'adapter donc 2 trémies avec une distribution pneumatique. Ceci pour avoir une distribution la plus homogène possible, quelle que soit la largeur de plantation. Voilà. Et il réalise ou pas des préparations de sol en amont en fonction du volume d'adventice présent dans l'interrang. Dans l'idée, là, ce que pratique le viticulteur, c'est que le semoir suit la machine à vendanger pour pouvoir en fin de compte semer le plus tôt possible et bénéficier de conditions clémentes pour le développement des couverts. Le deuxième exemple, c'est un semoir de semis simplifié. Donc le viticulteur lui s'est inspiré de ce qui se fait en grande culture, c'est-à-dire que j'ai un déchaumeur à disque équipé là, de 2 trémies justement pour pallier ces problématiques de mélange de graines. Donc plusieurs points sur ce matériel, c'est que c'est un matériel polyvalent puisqu'il est équipé sur la partie haut de la partie semis et la partie basse, donc partie déchaumeur. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser mon déchaumeur tout au long de la saison pour entretenir mes interrants de manière mécanique. Et au moment des semis, je rajoute simplement les 2 distributeurs sur la partie haute. Donc gros point fort sur ce matériel, ce sont des débits de chantier. Et les constructeurs sont capables aujourd'hui de faire des choses à peu près à la carte,
en termes de largeur de travail et équipement de rappui que vous avez derrière. Il vous propose plusieurs types de rouleaux. Troisième exemple, donc c'est un semoir dédié pour les vignes à forte densité, hein, les vignes étroites. Donc là, c'est un combiné relativement simple. Le viticulteur a récupéré la herse rotative qui disposait sur l'exploitation. Il a adapté un petit distributeur avec un épandage par gravité. Il n'y a pas besoin de distribution pneumatique pour ce genre de largeur. Bien sûr, il est équipé d'un rouleau spécifique. Donc là, ça nécessite une manip supplémentaire. Il faut changer le rouleau lorsque je change de travaux. Et point particulier, vous pouvez voir sur la partie avant de l'outil, il y a des disques concaves. L'intérêt, c'était de pouvoir combiner un maximum de travaux sur une période de temps peut-être un petit peu compliquée après vendange. En fonction des conditions climatiques, on n'a peut-être pas le temps de pouvoir multiplier le nombre d'interventions dans mes interrants. Donc là, l'intérêt, c'est de vraiment pouvoir cumuler. On fait du 4 en 1, là. C'est vraiment intéressant. Donc pour conclure là, sur cette thématique, comme vous pouvez le voir sur les exemples, on va peut-être pas chercher à avoir une solution clé en main de la part de nos agroéquipementiers. On va essayer d'avoir une réflexion par rapport à nos itinéraires techniques et essayer peut-être d'envisager les semis avec des techniques qui vont évoluer au cours du temps. Là, vous pouvez le voir. Le premier exemple, c'est un outil que le viticulteur a développé après quelques années de pratique des engrais verts. Et il a pu se passer maintenant des préparations de sol. Et alors que le dernier, c'est quelque chose qui permet d'avoir un outil qui peut servir tout au long de la saison, et qui est vraiment combiné. Donc voilà pour la partie couverts végétaux implantation. Je laisse la parole à Maxime. Bien, merci Loïc. Donc voilà, quelques mots pour terminer sur cette notion d'approche systémique et comment est-ce qu'on va l'appliquer sur la gestion des sols. Il y a un point clé, hein, en amont même, avant de parler de pratique, hein, c'est la caractérisation agronomique des sols. On a bien souvent tendance à Bordeaux à dire, en gros, à simplifier les choses. En gros, on a deux types de sols, hein, les argilo-calcaires et les graves. C'est un petit peu réducteur par rapport à la variabilité de nos terroirs et à leurs caractéristiques agronomiques. Donc il y a un vrai effort à faire là-dessus sur la caractérisation agronomique des sols, notamment pour essayer d'identifier tous les facteurs qui peuvent conduire à une perte de fertilité. Donc ça passe par le développement des référentiels, des cartes pédologiques. Hein. On peut citer dans cette optique-là les travaux qui sont lancés pour caractériser les sols de l'appellation Bordeaux-Bordeaux-Sup, qui va apporter des vrais référentiels sur lesquels s'appuyer pour avoir de la préconisation spatialisée. L'ouverture de fosses pédologiques, hein, qui permet d'avoir une vision complète du sol par rapport à des analyses de surface. Et puis des tests qui se développent pour aller plus finement sur ce qu'on appelle la qualité biologique des sols, des tests de terrain qu'on essaie de développer pour sensibiliser le viticulteur à l'appréciation de la qualité de ses sols. Donc là, vous avez un exemple de test bêche avec à gauche la partie engrais vert plus structurée par rapport à la droite où on a un vieux couvert en herbement qui n'a pas été renouvelé depuis un moment. Donc premier point important, cette caractérisation agronomique des sols. Et puis sur l'approche systémique, voilà, on parle de suppression des herbicides sous les rangs. Alors ça ne représente pas grand-chose en termes de surface, ça ne représente pas grand-chose dans l'IFT global, mais finalement, se passer des herbicides, on a vu que ça peut remettre en question beaucoup de choses dans l'itinéraire technique, on l'a vu dans l'interrang. Et puis si on pousse encore un peu plus loin, ça va peut-être remettre aussi en question le matériel végétal qu'on a utilisé. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher des porte-greffes plus vigoureux, enfin revenir à des porte-greffes plus vigoureux, des clones plus productifs pour supporter peut-être des couvertures végétales potentiellement plus concurrentielles qui seraient là en place, qui occuperaient plus de place et plus de temps dans l'année. Ça peut aussi aller encore plus loin sur une question sur la diminution de la taille des exploitations pour arriver à gérer ces itinéraires techniques sans herbicides. Derrière aussi, peut-être la recherche d'une meilleure valorisation des produits. Hein. Alors je fais le pont avec ce qui a été dit en fin de matinée. Hein. C'est peut-être que le fait de déclarer un itinéraire sans herbicide, ça peut faire augmenter le consentement à payer. C'est une chose comme ça. Donc au final, finalement, derrière cette petite chose d'herbicide, on a peut-être une réflexion sur l'évolution carrément des stratégies d'exploitation, des stratégies d'entreprise. Et puis pour arriver à mettre en place cette transition agronomique qui n'est pas simple, hein, on va passer de l'agriculture de l'intrant à l'agriculture de l'observation, du biologique. Il va y avoir un énorme chantier sur la formation des différents acteurs concernés. Ça passe par évidemment les viticulteurs qui sont en première ligne, mais ça passe également par les conseillers pour qu'ils soient en mesure de maîtriser tous les outils pour accompagner les viticulteurs dans ces transitions. Et puis en parallèle, le travail qu'on a déjà un peu initié avec les professeurs, les étudiants, pour que les viticulteurs, les conseillers de demain soient dès la sortie de leurs études imprégnés de cette approche système et directement opérationnels pour mener ces nouveaux itinéraires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les petits financeurs, j'ai oublié
Je m'en excuse des partenaires techniques avec qui on a travaillé, notamment sur la flore. Je pense notamment à l'INRA, l'INRA de Dijon et l'Université de Bordeaux, l'UMR Biogéco sur les parties flore. Voilà, merci à vous et bonne continuation.